On est sur une industrie qui consomme une énergie fossile. Et on a vu depuis quelques années le coût de l'énergie fossile monter. Vous avez construit un bateau en fibre de verre. Ce bateau, à 10 ans, à 15 ans, vous devez le détruire. Qu'est-ce que vous faites? La seule solution de détruire la fibre, enfin de la détruire, c'est l'enfouissement. Donc je pense que dans les générations à venir, nous n'allons pas enfouir comme ça en permanence des matières qui vont rester pendant des centaines d'années dans la Terre. Enfin, quand on voit bien qu'on va faire nos courses au supermarché, hein, quand on arrive chez nous, la première chose qu'on fait, c'est de déballer tout et de mettre les plastiques à la poubelle. Donc, Que va être notre société dans 50 ans et comment on risque d'évoluer. Je suis convaincu qu'il va falloir qu'on retravaille avec les produits locaux. Ça, c'est clair. Donc il faut reprendre les produits locaux et en faire des produits, entre guillemets, low ou high-tech, qu'importe, mais réutiliser ce qui est l'âme de la région. On est évidemment dans un environnement où on ne peut pas laisser nos entreprises perdurer dans une logique de consommation d'énergie fossile à terme. Au lieu d'acheter du charbon qui vient d'Afrique du Sud, qui est extrait là-bas, transporté, retransporté, rechargé sur camion qui arrive ici, c'est quand même très intéressant de pouvoir dire j'apporte de la valeur ajoutée à une agriculture locale, parce que c'est aussi une partie du projet. Et on a découvert le miscanthus. Il y a d'autres solutions en termes de biomasse, hein, il y a le switchgrass, etc. Mais on s'est vraiment intéressé au miscanthus. Alors, en termes de culture, c'est quand même tout à fait simple. Hein, elle est implantée pour 15-20 ans. Et en fait, il y a certaines interventions à l'implantation en année 1, puis après, c'est terminé. Au bout de 3-4 années de culture, on arrive à produire pratiquement 20 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et il n'y a pas beaucoup d'autres végétaux qui ont de telles facultés. Et elle a un pouvoir calorifique important, parce que c'est quand même ça qu'il faut signifier. C'est son utilisation principale, c'est un combustible. Et à l'hectare, il y a beaucoup de mégawattheures produits. Le miscanthus, on le valorise à l'UCDV dans nos chaudières. Donc aujourd'hui, notre rémunération de l'adhérent est basée par rapport au charbon. Donc on n'a aucune surprise à avoir, c'est sécurisé, quoi. Notre démarche s'inscrit dans le long terme. On a parlé de CTV, mais aussi il faut parler de l'agriculteur. Le miscanthus est un puits de CO2. Peut-être que les réglementations vont imposer aux agriculteurs de gérer leur quota de CO2. Et là, il y a une belle opportunité pour tout le monde aussi. Notre huile est une réponse à des problématiques d'environnement. Une des problématiques des huiles minérales est la fin de vie de ces produits-là. C'est-à-dire que les industriels sont obligés de les récupérer, de les traiter derrière, donc ce qui présente un coût. Et donc nos produits d'origine végétale sont moins contraints à ces problèmes de fin de vie parce qu'on est sur des formulations qui présentent pratiquement plus de 96% de matière d'origine végétale, donc biodégradable. Par rapport à des aspects, je dirais, de tenue dans le temps,
C'est vrai que quand on est en fin de compte sur des produits d'origine végétale, naturelle, on est plus sensible à des proliférations bactériennes. Donc notre souci actuellement, et le grand axe de recherche-développement que l'on met en place, c'est autour de cette problématique de tenue dans le temps où il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut pas trop... On peut mettre un antimicrobien qui est hyper costaud et qui va permettre de tenir en fin de compte dans le temps de manière très efficace. Mais d'un côté, si on met des antimicrobiens, on rentre dans un créneau où notre produit est moins naturel. Donc il y a un compromis à trouver et c'est ce compromis que nous sommes en train de rechercher et de finaliser. Vous êtes actuellement sur le site de Lillebonne, qui est un site stratégiquement très bien placé pour un producteur de bioéthanol, puisque nous nous situons sur une zone de production d'essence, avec 3 grosses raffineries implantées sur la vallée de la Seine, et le port de Rouen, qui est le premier port céréalier français. Donc un accès à la matière première et un accès à l'utilisation du produit final. On a un produit qui est d'origine locale, qui fixe aussi une partie de l'industrialisation, donc avec des emplois et un certain nombre d'activités économiques liées à ces productions. Le bioéthanol est un produit qui a un très bon rapport énergie restituée sur énergie fossile consommée. Un litre d'éthanol que vous utiliserez à la pompe pour mettre dans votre véhicule sera un litre d'éthanol qui aura consommé 2 fois moins d'énergie fossile pour être produit. Alors les biocarburants actuellement sont portés par la réglementation européenne qui nous demande d'incorporer dans nos carburants une certaine quantité de biocarburants, de carburants d'origine renouvelable. Ces incitations et ces obligations pour les différents gouvernements européens portent naturellement le marché. Nous avons été les premiers à utiliser des huiles végétales, les estérifier pour faire rouler un moteur diesel et créer ce qu'on a appelé les biocarburants. Donc le biodiesel est vraiment une création de notre filière. En Seine-Maritime, dans une zone de production exceptionnelle pour les producteurs de colza, où ils ont des performances agronomiques exceptionnelles, eh bien, ils ont été les premiers à avoir une usine de dimension véritablement industrielle pour faire du biocarburant. Et cette usine a même été doublée il y a 2 ans pour faire du site de Grand Couronne le premier site en France en matière de trituration et de production de diester. Dans le cadre d'amélioration de la filière diester, on va prochainement, à l'horizon 2011, utiliser la cogénération biomasse pour alimenter les 2 tiers de l'énergie du site, ce qui permettra de substituer à l'utilisation du gaz naturel. Sans perturber les marchés alimentaires, vous pouvez produire 10% du gazole français. Si on veut aller au-delà, et l'Union européenne nous recommande de passer la barre des 10 pour s'orienter vers 20% d'énergie renouvelable, on peut penser à des biocarburants issus de biomasse. Donc des biocarburants dits de seconde génération. Il faut qu'il y ait une amélioration permanente de la première génération
essayer au travers de biomasse, déchets forestiers, des pailles agricoles, etc., d'avoir une source complémentaire de matières premières pour aller au-delà des 10%, peut-être à 15%. Et c'est l'ensemble des innovations sur ces deux utilisations de matières premières différentes, des huiles d'un côté, de la biomasse de l'autre, qu'on pourra globalement répondre au défi d'avoir des carburants pour les transports qui soient renouvelables. Aujourd'hui, donc, le lin, c'est quasiment 90% le textile. La clientèle donc, de nos lins taillés, comme vous en voyez dans le bâtiment, donc, c'est la Chine. Donc, l'unique client, les Chinois. Donc, la profession donc, a envie de faire autre chose, et nous également. Donc, nous investissons aujourd'hui donc, dans les matériaux composites. Nous avons repris une entreprise dans le Calvados, qui est donc spécialisée dans le moulage de matières. Nous sommes en collaboration avec un très gros faiseur donc, de matières fibres de verre, fibres de carbone qui s'intéresse au lin, donc l'établissement Chomara dans le centre de la France. Et donc le composite, c'est pour moi une partie de l'avenir du lin. Les fabricants dans l'aéronautique, dans le nautisme et tout ça, veulent aujourd'hui ils font tous la même chose avec des fibres de verre et des fibres de carbone. Donc ces gens-là veulent et sont obligés d'innover, de trouver donc d'autres matières premières. Et d'autres matières premières nobles, comme le lin, et qui sont recyclables. C'est une production qui n'est pas de la main de tout le monde. Hein. Bon, la Normandie, il y a quand même un savoir-faire des producteurs, les terres sont excellentes, on a le climat qui nous favorise. Donc, il y a très peu de régions au monde qui pourraient produire du lin. Hein. Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour les équipementiers automobiles. La fibre naturelle est travaillée par tous les grands constructeurs, de Renault, PSA jusqu'à Jaguar, en passant bien évidemment par Audi. Les pièces que nous faisons sont des pavillons, des tablettes arrière, des panneaux de porte et des passages de roues. La grosse différence avec la fibre de verre, c'est quand même la densité. Donc on arrive à avoir des pièces plus légères puisque la densité du lin est quasiment 2 fois inférieure à celle du verre. Le lin est préférable par rapport à la fibre de verre puisque le verre, après un choc, casse alors que le lin tient la matière. Nous diversifions notre activité et nous mettons les moyens en R&D et commercialement pour développer 3 gammes de produits qui sont des produits 100% lin, 100% naturels. Et on est les seuls à pouvoir le faire grâce à la technique d'aiguilletage. La première application, c'est le paillage horticole. La deuxième, c'est le sous-parquet, donc l'isolation acoustique sous-parquet, qui démarre fort. Et la troisième application, c'est le matériau composite en général, par imprégnation ou infusion. Et là, directement pour remplacer les mattes de verre. L'innovation pour le groupe de Honte est de travailler toujours sur une fibre la plus longue possible.
L'objectif étant de viser des applications qui soient les plus techniques possibles avec une valeur ajoutée importante et de se positionner sur des applications où le lin va apporter des propriétés qui sont différenciatrices des autres types de fibres, telles que la légèreté, telles que la résistance mécanique, telles que l'aspect aussi esthétique ou évidemment environnemental. On a aujourd'hui deux parties de technologie de transformation. Une partie qui va concerner plutôt les développements pour la plasturgie et une autre partie qui va concerner plutôt les développements pour les composites où on va avoir besoin de renforts continus. On a aujourd'hui abouti à un consortium industriel qui s'appelle Fimalin avec aujourd'hui 6 partenaires pour développer une vraie filière dédiée à l'utilisation d'un lin technique. Et au sein de ce consortium-là, on a mis en place une stratégie de développement pour industrialiser ces applications-là vers des marchés qui sont par exemple l'automobile, l'aéronautique, le nautisme, le bâtiment et le sport et loisirs par exemple. En 1997, avec la coopérative agricole Capsen, on a créé une petite unité d'une quinzaine de producteurs pour faire un test grandeur nature. On a donc essayé 5-6 plantes. On a essayé une distillerie. On s'est aperçu que finalement il y avait un marché qui correspondait à ce genre de produit. Nous avons une dizaine de plantes différentes. La principale, c'est donc cette plante qui est le fenouil, qui sert à faire un arôme alimentaire. Ensuite, nous avons de la menthe poivrée, qui sert à faire certains sirops pour la pharmacie ou des sirops pour des boissons. On a du thym à thymol qui sert à faire des stabilisateurs pour certaines crèmes, enfin en cosmétique. C'est du thym aussi qui sert en alimentaire. L'avantage des plantes aromatiques produites ici, c'est qu'elles sont pérennes. Elles sont donc implantées pour entre 5 et 10 ans. Une fois l'implantation faite, il n'y a plus d'intervention donc de désherbage et pas d'insecticides, puisque vous pouvez voir le nombre d'insectes et le nombre d'abeilles dont on a besoin pour la floraison. Faire l'impasse sur la filière pétrole en utilisant que des matières premières renouvelables nous semblait totalement cohérent avec l'idée de ce que doit devenir la peinture demain. Le projet Natura, il est né en 2003 et avec une aide de l'OSEO en Var, on était au point, je dirais, sur le plan des formulations début 2006. Alors, le liant est un liant végétal, contrairement aux peintures traditionnelles dont le liant est pétrochimique. Donc là, ce sont des huiles végétales en émulsion dans l'eau. L'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de ricin, l'huile de tournesol. On a aussi des matières d'origine animale, un petit peu de caséine. On a de la cellulose qui vient du bois. Ce qu'on a réussi, c'est d'obtenir des peintures qui, en termes de résistance mécanique et chimique, sont aussi performantes qu'une peinture synthétique. La difficulté pour la mise au point de ces peintures, c'est d'aller chercher des matières premières naturelles, donc soit dans le domaine cosmétique ou le domaine alimentaire, et de faire un petit peu la transition au niveau des applications.
n'imaginais pas que, que notre développement sur cette gamme-là serait aussi rapide et aussi impressionnant en termes de... C'est quasiment une croissance exponentielle, quoi, hein. Le fait que de plus en plus de particuliers, de collectivités, comme je le disais, s'intéressent à ces peintures-là, ne fait que nous renforcer dans l'idée qu'on avait raison, quoi, et qu'on a pris la bonne décision au bon moment. En 1850, il y avait 180 000 hectares de champs de cultivés en France, qui servaient pour faire du cordage ou de la voile, et tout le monde travaillait de ses mains à cette époque-là. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça a disparu, donc il faut partir sur des nouvelles bases, quoi. Donc tout n'est pas à inventer, il y a déjà des choses existantes, mais il y a beaucoup de choses à réapprendre, quoi. C'est une plante intéressante parce qu'on n'utilise pas de produits phytosanitaires. Le coût de la culture est dans la semence. Ensuite, il n'y a pas de désherbant, pas de fongicides, pas d'insecticides. C'est une plante qui capte quand même beaucoup de carbone. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que ça peut aller à destination de la plasturgie. On pourrait faire de la laine de chanvre, il y en a qui en fabriquent, mais principalement en Allemagne. Donc on pourrait développer la laine de chanvre pour remplacer la laine de verre, principalement dans l'isolation, hein, des laines, des bétons, des parpaings. Il faut que le cercle s'agrandisse pour arriver à rencontrer des industriels. L'objectif, c'est réaliser des matériaux 100% naturels, biodégradables, donc à partir d'agro-ressources. Il reste toujours des fractions en fait, de farine qui n'ont pas les propriétés boulangères, donc assez de protéines dans la farine pour pouvoir être utilisées pour des applications alimentaires. Par contre, c'est une bonne matière première pour les agromatériaux. Donc plus il y aura de production alimentaire, donc plus les meuniers broieront du blé pour l'alimentation, plus on aura de matières premières pour fabriquer nos agromatériaux. Et donc en termes d'application, il y a un marché qui existe, c'est de remplacer une partie des matières plastiques. Donc tout ce qui est sur emballage, donc pour l'alimentaire, le non-alimentaire. Donc, et ça peut également servir comme dans l'automobile. Vous avez des matériaux plastiques dans les voitures qu'on ne voit pas, qui sont dans les portières ou par exemple les plages arrière qui ont été remplacées par des matériaux biodégradables également. Donc tous ces matériaux-là peuvent être remplacés par des agromatériaux. Également dans l'isolation, pour tout ce qui est isolation thermique dans le bâtiment. Il faut y aller, il y a des pays comme l'Inde, ils ont de l'avance. Ouais. Le problème du recyclage, c'est la collecte. Pour récupérer le matériau, le nettoyer, le recycler, en quel domaine, et restocker la matière première, c'est compliqué. Là, sur ce matériau-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a planté du blé, je vais te dire bêtement, on a un peu d'eau, un peu de sel, un peu de sucre, d'accord, et on a fait une pâte à pain. Bon, il suffit de replanter la graine. Et ça revient. Si je fais en plus ça,
Une fois que c'est dégradé, ça fait le compost pour que la graine elle pousse mieux, c'est tout gagné. On est dans un cycle complet de vie du matériau. On a de l'avance sur le plan de la méthodologie, de l'avance sur le plan de la conception des choses. On est en train de mettre en place des collaborations. Donc avec le Népal, on essaie même de faire venir des étudiants, on essaie d'avoir des bourses pour faire venir des étudiants. Avec l'Italie, il y a un projet européen qui risque de partir. Les Américains, alors là c'est encore beaucoup plus fort puisqu'ils demandent de faire un labo commun. Non, ça prend des proportions qui sont assez impressionnantes. Le grand projet, c'est, vous avez du bio là, donc on se débrouille pour qu'il ne soit pas dégradable. Puis dedans, vous avez la petite bête que vous allez programmer. Et puis quand vous allez lui dire maintenant, top, tu sors, tu manges. Et là, tu as fait un composite biodégradable à propriété programmée. Et là, il faut qu'on s'associe à d'autres personnes. Parce que bon, le LGMA en tant que physiochimiste, nous en tant que physiciens, on a besoin à ce moment-là de gens plus, je dirais, biochimistes de formation. Et donc, on s'est associé avec les gens d'Evo là-dessus. Donc, on s'est associé avec AgroHall, on s'associe avec le laboratoire, la plateforme du froid. L'évolution des matériaux de demain, ce sont des matériaux qui mélangeront du vivant et du non-vivant. On envisage aussi de développer les peintures naturelles dans des domaines où elle est totalement absente, par exemple l'industrie. Au lieu de mettre du gaz ou du fioul pour alimenter la chaudière, on souhaiterait utiliser nos végétaux, une fois distillés, utiliser les végétaux pour alimenter en chaleur la chaudière qui fabriquera de la vapeur pour distiller ces mêmes végétaux. Donc c'est un cercle. Voilà. Il y a une véritable tendance à chercher des solutions de substitution pour les huiles perdues, et c'est aussi bien pour les graisses que pour les huiles de décoffrage, que pour les huiles de presse, de contact alimentaire et autres. Nous espérons bien que notre huile de colza et russique, à travers ses propriétés, sera une solution à terme forte pour ces développements. Nous investissons beaucoup en recherche actuellement dans ce qu'on appelle la chimie verte, qui est un moteur de croissance essentiel de Sofiproteol, pour préparer dans les années à venir la substitution de la pétrochimie, non pas radicale, mais à hauteur de quelques pourcents, 5, 10, 15%, ça nous paraît des chiffres réalistes, substituer aux produits chimiques issus de la pétrochimie des produits issus d'une matière première renouvelable, qui soient les huiles. Demain, je pourrais avoir une pale d'éolienne en lin, je pourrais avoir une aile d'avion, une carlingue, une cabine de voiture, des pare-chocs, n'importe quoi. On peut tout faire avec du lin.